Bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première journée de la seconde édition des rencontres numériques de Strasbourg avec pour question fil rouge à nos échanges et travaux le numérique au cœur de la compétitivité européenne. Point d'interrogation. Si le numérique est au cœur de la compétitivité européenne, l'est-il de manière pérenne et éthique en vue de constituer un bien commun pour tous ? Et s'il l'est suffisamment, l'est-il en qualité de levier de sécurisation des activités, de résilience, d'innovation, de performance? Autant de questions passionnantes pour les 2 prochaines journées qui, je le sais, pousseront à des actions, des prises de décision, des convictions, comme l'ont rappelé hier Emmanuel et Véronique en introduction, et qui nous occuperont sans aucun doute pour les prochaines semaines, les prochains mois, et vu l'ampleur des sujets et l'importance de ces sujets, les prochaines années. Mais pour l'heure, traitons ensemble, au cours de cette première plénière, de l'état de l'art de l'écosystème numérique et européen, sous l'angle de ses dépendances technologiques et des conséquences économiques de ces dépendances, en particulier sur le segment des services de cloud et de logiciels américains. Alors, pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou, qui va nous présenter cette étude avec des résultats tout à fait inédits, cette étude que nous avons menée au SIGREF avec les équipes du cabinet, Asterès. Donc, et nous avons également le plaisir d'accueillir Sylvie Matéli, que je vais présenter également dans quelques instants. Alors, c'est une première étape. Cette étude est on va dire, une première pierre à l'édifice qui, je l'espère, s'inscrira sur le temps long, disons, dans la démarche pour objectiver tout ce qui, pour nombre d'entre vous, est vécu, ressenti, perçu, mais qui manque parfois de données, qui manque en tout cas de données agglomérées, agrégées. Et j'espère qu'il permettra également de renforcer les intérêts de notre écosystème dans les travaux qui seront menés prochainement par l'Observatoire des dépendances technologiques lancé par Clara Chapaz la semaine dernière et également par le comité stratégique de filière et leurs travaux. Voilà, puisque l'on ne maîtrise bien que ce que l'on connaît bien, je laisse sans plus attendre donc la parole dans ce contexte particulier de tension et de polycrise à Nicolas Bouzou, qui est donc directeur et fondateur du cabinet d'études économiques Asterès, et qui est par ailleurs président des rencontres de l'avenir de Saint-Raphaël, et également essayiste, et qui a travaillé dans son dernier ouvrage sur le maître mot sans doute de cette année 2025, la confiance. Voilà, je vous remercie. Et voilà. Bon, vous allez bien ? Bon. Écoutez, merci de commencer cette journée avec une session sur l'économie. Non pas que l'éthique ne soit pas quelque chose d'important, les questions éthiques nous intéressent tous, bien évidemment. Et dans les questions du numérique, de l'intelligence artificielle, de l'innovation, il faut bien évidemment les traiter. Mais je trouve que les questions économiques sont sous-investies intellectuellement et techniquement par rapport aux questions éthiques. Elles sont sous-investies, sans doute parce qu'en réalité, elles sont un peu plus difficiles. Savoir si les fake news ou la désinformation, c'est bien ou pas, je pense que globalement, on va réussir à trouver une réponse philosophiquement étayée assez rapidement. Savoir comment on évite la désinformation sans avoir de conséquences économiques négatives, ça, je peux vous dire que c'est une question qui est beaucoup plus compliquée. C'est la raison pour laquelle, sans doute, on y travaille moins. Parce qu'on a tendance à aller vers les sujets qui sont les sujets les plus faciles. Et donc, ces questions de numérique, d'écosystème, de bon équilibre entre la réglementation et la liberté, ce sont des questions qui sont très complexes, évidemment, qui demandent d'entrer dans la technicité. Et c'est la raison pour laquelle je vous remercie d'organiser ce type de session. Et puis, je vous remercie d'avoir financé cette étude sur la dépendance européenne au cloud et aux logiciels américains, parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais qui, en réalité, n'était pas documenté
Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il reste encore à le documenter, notamment parce qu'il y a des faiblesses statistiques qu'il faudra bien combler assez rapidement si on veut agir avec efficacité dans ce domaine. Donc je vais vous restituer les résultats de cette étude. C'est une étude qui a été dirigée par le chef économiste d'Asterès, qui s'appelle Sylvain Bersinger. L'étude sera disponible, je crois, à la mi-journée sur le site internet du SIGREF. Donc vous pourrez évidemment vous y référer. Il y a énormément de chiffres, donc là je vais vous donner l'esprit, les résultats et les principaux chiffres, mais je ne vais pas tout détailler, bien évidemment, parce que ce serait très, très fastidieux pour vous. Et un point très important, parce que chez Asterès, on est très attaché à ça, vous aurez accès à l'ensemble de la méthodologie de l'étude. Ça, c'est vraiment un point sur lequel on essaie d'être rigoureux. Il n'y a pas de boîte noire, si vous voulez. Et comme l'étude, pour des raisons statistiques sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants, fait état pour un certain nombre de choses, d'estimation et non pas de mesures directes, il nous a semblé important d'expliquer très précisément la façon dont on avait fait ces calculs. Alors, Pierre évoquait le contexte dans lequel intervient cette journée des rencontres numériques à Strasbourg. Il y a beaucoup de confusion dans le débat public sur ces sujets-là, sur les questions du numérique. Et notamment, il y a une confusion que je voudrais dissiper tout de suite sur les effets économiques du numérique. En fait, le débat public, mais on le voit aussi dans le débat politique, ne distingue pas clairement deux aspects distincts, fondamentaux des enjeux économiques du numérique, les questions d'utilisation et les questions de production. Nous, notre travail, je vais expliquer ça dans quelques instants, mais porte sur la question de la production. En général, on parle plutôt de l'utilisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'idée sur laquelle travaillent d'ailleurs les économistes et les chercheurs du monde entier, dont moi je ne fais pas partie, je ne suis pas un académique, mais il y a des gens qui consacrent leur vie à ça, et vous avez des départements entiers de sciences économiques qui travaillent là-dessus. La grande question, c'est de savoir, quand vous avez des vagues d'innovation, donc c'est le cas aujourd'hui avec l'IA, le numérique, les robots, mais c'était le cas auparavant avec l'automobile, l'IFI, le chemin de fer, l'électricité, tout ce que vous voulez, enfin toutes ces grandes vagues d'innovation au fond depuis le début du 19e siècle, en quoi leur utilisation, leur adoption permet d'augmenter les gains de productivité dans l'économie et donc la croissance, sachant que, comme vous savez, grosso modo, les gains de productivité, ça explique les 2/3 de la croissance économique. Donc ça, c'est un sujet qui est relativement bien couvert, mais qui porte sur l'utilisation. Nous, ce dont on parle ce matin, c'est pas ça. Nous, la question qu'on va se poser, une question beaucoup moins documentée, c'est, au fond, pourquoi est-ce que, dans le domaine du cloud et du logiciel, les entreprises européennes font pour l'essentiel appel à des entreprises américaines? Donc pourquoi est-ce que les entreprises européennes sont dépendantes de la filière américaine du numérique? Et au fond, quels sont les enjeux? Donc ça, c'est vraiment l'aspect production. Alors, cet aspect production aurait sans doute été intéressant à documenter il y a 1 ou 2 ans, mais il l'est encore plus aujourd'hui, puisque, et peut-être que Pierre, vous faisiez un peu allusion à ça dans votre introduction, depuis l'arrivée du président Trump à la Maison-Blanche, le contexte des relations internationales, bien évidemment, a changé, puisque les États-Unis mènent une politique grosso modo protectionniste, et même très fortement protectionniste, dans le domaine des biens, mais aussi dans le domaine des services, qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi parce que, au fond, derrière la question du numérique, de l'innovation, de l'IA, vous avez des questions de puissance, vous avez des questions géopolitiques. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous prenez les attributs de la puissance géopolitique, vous avez tout un tas d'ouvrages qui traitent de ça, d'une façon ou d'une autre, la maîtrise des technologies en fait partie. Voilà, à des degrés divers, mais personne de lucide ne peut considérer que dans la puissance géopolitique, vous n'avez pas, comme l'un des facteurs, la maîtrise des technologies. Or, il y a aujourd'hui, malheureusement, un découplage géopolitique, diplomatique, entre les États-Unis et l'Union européenne. Bon,
Ce n'est pas le fait de l'Union européenne, chacun en conviendra, mais c'est comme ça, et donc le devoir de l'Union européenne, c'est d'y répondre. Et la reprise d'une certaine autonomie dans les filières dont on parle ce matin, et en particulier dans celle sur laquelle on a travaillé, l'équipe a travaillé sur l'étude, c'est-à-dire le cloud et le logiciel, la reprise en main de cette autonomie est un impératif sans doute économique, mais à coup sûr diplomatique. Voilà. Et les chiffres que je vais vous présenter sont très problématiques et assez inquiétants de ce point de vue-là. Donc, vous voyez, hein, vraiment bien faire la distinction entre les questions d'utilisation et les questions de production qui nous intéressaient dans cette première session, et ensuite avoir en tête que ce sujet de la production est un sujet économique, bien évidemment, il a des incidences, dont je vais vous parler dans quelques instants, mais vous avez aussi une dimension qui va beaucoup plus loin que l'économie. D'ailleurs, à titre personnel, c'est l'un des sujets que j'essaie d'évangéliser auprès des partenaires, des parlementaires européens, pour ne pas avoir des débats qui soient des débats strictement économiques et pas des débats uniquement basés sur les chiffres de productivité, etc., mais aussi sur le fait qu'aujourd'hui, il y a un défi pour l'Union européenne, c'est de reprendre la main pour des raisons qui ne sont pas des raisons uniquement économiques. Alors les raisons économiques, néanmoins, elles sont très importantes. Il faut bien évidemment les documenter. Ce qu'on a fait dans cette étude, qui est une étude pour laquelle l'équipe a beaucoup travaillé à partir d'entretiens, malheureusement, puisque la première surprise qui m'est remontée assez rapidement, c'est que notre appareil statistique sur ces questions-là est extrêmement pauvre et pas au niveau, sans doute, de ce qu'il doit être. Alors, on peut utiliser deux types de statistiques pour avoir une idée des échanges, des flux dans le domaine du cloud et du logiciel entre l'Union européenne et les pays tiers. Le premier type de statistiques, ce sont bien évidemment les données d'échanges commerciaux. Donc là, en l'occurrence, dans les services. Alors c'est vrai que classiquement, nos appareils statistiques ils ont été construits après la guerre pour l'essentiel. Certains un petit peu avant, mais pour l'essentiel après la guerre. Donc dans une période où ce qui intéressait tout le monde, c'était les questions industrielles. Bon, et la part des services dans l'économie était beaucoup moins importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc, historiquement, ces appareils statistiques ont été construits pour mesurer des flux industriels. Bon, sauf qu'aujourd'hui, évidemment, 80% de nos économies, ce sont des services. Et on voit que les appareils statistiques, malheureusement, courent encore un peu après la modification de la structure de nos économies, et c'est particulièrement vrai dans ce domaine. Donc, les statistiques de flux commerciaux ne sont pas suffisamment précises. Elles sont très brouillées à l'intérieur de l'Union européenne par, évidemment, la place particulière qu'a l'Irlande, puisqu'un très grand nombre de sièges sociaux européens d'entreprises américaines sont en Irlande, ce qui donc, évidemment, rend extrêmement difficile, si ce n'est impossible, l'interprétation d'un certain nombre de flux commerciaux. Donc, on n'est pas assez précis en matière d'exportation et d'importation, mais c'est vrai aussi en matière d'investissement direct et de rapatriement de profit, qui est le deuxième type d'indicateur que l'on peut utiliser pour essayer d'avoir une idée précise, de mesurer un peu la façon dont les échanges dans ce domaine du cloud et du logiciel fonctionnent. Bon, là encore, on voit que nos statistiques ne sont pas suffisamment précises. Ce sera d'ailleurs l'objet d'une recommandation que j'adresserai en conclusion. Bon, néanmoins, en réalisant des entretiens et en croisant les données issues de ces entretiens avec les statistiques dont on dispose, on peut quand même procéder à un certain nombre d'estimations. Donc, ce qui ressort de l'étude, c'est que dans ce secteur, la part de l'activité adressée par les entreprises européennes à des entreprises américaines est de 83%, et la part de la valeur créée, de la valeur ajoutée créée sur le territoire américain est de l'ordre de 80%. Donc vous voyez que c'est une dépendance qui est absolument massive, avec un déficit bilatéral pour l'Union européenne qui est massif, qui est gigantesque. D'ailleurs, si je voulais faire un tout petit peu de mauvais esprit, vous
bon, pardonnerez, je sais qu'il y a des Américains dans la salle, mais quand le président Trump dit aux Européens vous êtes méchants et pathétiques et ça ne va pas du tout parce que dans les rues de Strasbourg, il n'y a pas de pick-up alors que dans les rues de New York, il y a des Audi et des Mercedes, je pourrais dire, bah, vous êtes très 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 méchants aussi, hein, parce que franchement, quand on regarde les statistiques dans le domaine du cloud et du logiciel, franchement, si ça, c'est pas de la méchanceté, bon, je plaisante bien évidemment puisque l'Union européenne à juste titre, n'emploie pas ces termes moraux. Nous ne mettons pas le débat public à ce niveau-là, mais voilà, je pense que ça n'est pas inintéressant quand même d'avoir en tête ces chiffres qui sont absolument massifs. Sauf que, je le dirai tout à l'heure, moi, mon analyse, c'est que ce n'est pas la faute des Américains, c'est la faute des Européens. Et donc, c'est bien en Europe que se trouvent les solutions à cette dépendance qui est excessive. Alors, une fois qu'on a ces chiffres, Asterès a développé des modèles macroéconomiques qui permettent de mesurer précisément l'impact sur un territoire d'une activité. Donc, typiquement, quand on dit 80% des achats de logiciels et de services de cloud effectués par les entreprises européennes créent de la valeur ajoutée sur le territoire américain. On a développé des modèles qui permettent de mesurer ce que ça représente en termes d'activité économique indirecte et d'emploi. Alors, qu'est-ce que je veux dire par indirect? Alors, même je vais être encore plus précis, indirect et induit. Évidemment, quand une entreprise de logiciels développe des logiciels aux États-Unis, ça génère des achats de fournitures, des achats de consommation intermédiaires, des salaires, etc. Donc tout ça, c'est l'activité économique directe, mais ça fait aussi travailler des fournisseurs, des sous-traitants, des partenaires. Donc ça, c'est toute la chaîne de valeur, si vous voulez, hein. C'est ce qu'on appelle l'activité économique indirecte. Et on peut même aller plus loin, ce qu'on fait nous dans nos modèles, en mesurant une activité économique induite. Typiquement, une entreprise américaine dans le domaine du cloud, en général, les ingénieurs sont très bien payés, mieux qu'en Europe d'ailleurs, et donc ils consomment, ils investissent, ils achètent des maisons, etc. Et donc tout ceci génère de l'activité économique induite. Alors tout ceci est mesuré et documenté dans l'étude. Je vais vous donner quelques chiffres parce que vous allez voir qu'ils sont extrêmement spectaculaires, mais vous les retrouverez extrêmement détaillés dans l'étude. Ce que l'étude mesure, c'est que les achats annuels de services donc de cloud logiciel des entreprises de l'Union européenne qui bénéficient à l'économie américaine, ça représente à peu près 265 milliards d'euros. Donc vous voyez que c'est un montant absolument astronomique, mais là on parle bien de l'activité directe. Si on regarde l'activité directe, indirecte et induite, vous multipliez par un coefficient multiplicateur qui est de l'ordre de 1,85. Et donc, de tête, ça doit faire à peu près 475 milliards d'euros. Là, les chiffres que je vous donne sont des chiffres en euros. Je vous le dis parce que, avec la politique américaine en ce moment, le marché d'échange est un peu perturbé. Donc, c'est pour ça que je vous parle en euros. Donc, vous voyez, donc ce sont vraiment des montants. Enfin, le terme d'astronomique n'est pas du tout galvaudé. Alors, si on regarde ce que ça représente en termes d'emploi, on estime que l'empreinte totale est de l'ordre de 2 millions, un tout petit peu moins, mais l'ordre de grandeur à retenir, c'est 2 millions d'emplois aux États-Unis. Donc là, vous voyez, les effets économiques, non pas de l'utilisation, mais de la production, là, vous les voyez extrêmement clairement. Alors, le travail qu'on s'est amusé à faire dans l'étude, c'est de se dire, si en Europe, on était un peu astucieux, et si on suivait les préconisations que je vais vous présenter dans quelques instants, et donc si on avait en matière de cloud et de logiciels, non pas 80% de nos achats qui aillent aux États-Unis, mais disons 65%, qu'est-ce que ça représenterait en termes de valeur ajoutée et d'emploi en Europe? C'est quand même intéressant de faire cet exercice. Alors, on a été relativement conservateur, on s'est dit, si on parvenait en 2035 à produire 15% des services de cloud logiciel que nos entreprises achètent aujourd'hui aux États-Unis, qu'est-ce que ça représenterait
en termes d'emplois dans l'Union européenne. Ben, ça représenterait quasiment 500 000 emplois supplémentaires. Sans compter, puisque c'est une obsession de l'administration américaine, c'en est pas une pour moi, hein, mais les effets évidemment que ça aurait en matière de balance commerciale. En revanche, et là c'est un point que je voudrais bien vous faire comprendre, si on regarde ce que ça apporterait à l'économie européenne en termes de gains de productivité, le fait de produire par exemple nous-mêmes 15% de ce qu'on achète aujourd'hui en cloud logiciel aux États-Unis, ben, en réalité on est un peu dans l'épaisseur du trait. C'est-à-dire que ça augmenterait la productivité européenne d'un peu plus de 1%. Donc vous voyez, alors c'est bon à prendre parce que dans beaucoup de pays de l'Union européenne, notamment la France, on a une productivité qui a eu tendance à baisser ces dernières années, mais vous voyez que ce n'est pas massif. Donc le sujet de la productivité, qui est un sujet absolument majeur, mais c'est plus un sujet d'utilisation en réalité, plutôt que de production. Le sujet de la production, c'est un sujet d'autonomie, c'est un sujet de valeur ajoutée, c'est un sujet d'emploi, c'est un sujet aussi éventuellement de recettes fiscales. Ça aussi, hein, c'est documenté dans l'étude. Ce sont des dizaines de milliards d'euros de recettes fiscales que l'on pourrait rapatrier dans l'Union européenne, ce qui ne serait pas idiot. Vous savez peut-être qu'il y a un certain nombre de pays dans l'Union européenne qui ont un léger problème de finances publiques. Alors pour être tout à fait honnête, il y en a grosso modo plus qu'un d'ailleurs, mais justement ces questions nous intéressent beaucoup. Voilà pour les données, si vous voulez, à retenir. Hein, je vous dis, il y en a encore énormément dans l'étude sur l'estimation du marché européen, du cloud logiciel. Là encore, hein, ce sont des choses qui ne sont pas précisément documentées. D'ailleurs, malheureusement, l'échelle qu'on donne est assez large. Hein, elle est de l'ordre de 400 à 500 milliards d'euros. Donc, vous voyez qu'il y a encore du travail pour essayer de préciser les choses. Mais enfin, ce qu'on sait, c'est que ce sont des montants qui sont absolument gigantesques, avec, je le disais, hein, des centaines de milliers d'emplois à la clé. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'arranger les choses? Bon, alors beaucoup de choses sont déjà dans les rapports d'Enrico Letta et dans le rapport de Mario Draghi. Donc le rapport d'Enrico Letta, alors je pense qu'ici tout le monde les a à peu près en tête, bien évidemment, qui sont deux rapports assez complémentaires. Donc je schématise à outrance, hein, pardonnez-moi pour ceux qui les ont plus en tête, mais rapport d'Enrico Letta qui met plutôt l'accent sur les obstacles en matière d'intégration, en matière de marché intérieur, et le rapport Draghi qui met plutôt l'accent sur les questions d'investissement d'avenir, comment est-ce qu'on finance tout ça. Bon, voilà. Donc les deux sont absolument complémentaires. Ce sont deux rapports qui sont excellents, et ça n'est pas du tout faire insulte à leurs auteurs que de dire ça, mais qui font la synthèse d'un certain nombre de choses qu'on avait quand même déjà en tête, mais qui ont un énorme mérite, c'est qu'auprès de la Commission et auprès de nos amis parlementaires européens, ça a quand même contribué à une espèce de déclic intellectuel et culturel, voilà, pour ne pas voir uniquement l'Union européenne comme une zone qui doit en permanence réglementer les usages, j'y viendrai dans un instant, mais qui doit aussi se vivre comme un espace de développement économique et même de puissance, notamment dans le domaine de ces technologies. Donc les propositions que l'on fait dans l'étude sont parfaitement intriquées avec les propositions des rapports Draghi et Letta. Bon, moi je vais vous faire part de 4 propositions principales très rapidement pour laisser le temps aux échanges. Bon, la première chose, hein, c'est d'améliorer la qualité des statistiques concernant les échanges de services informatiques, notamment hein, en raison de ce rôle particulier joué par l'Irlande. Hein, l'ensemble des flux, des mesures de flux bilatéraux sont altérées. Donc là, il y a vraiment un travail statistique à réaliser. La proposition numéro 2, bon, qui est un peu le cœur du rapport Letta, mais il faut le dire et le répéter, c'est au fond, on a fait un marché unique pour les biens, qui est quelque chose, on le voit aujourd'hui, moi ça me frappe beaucoup, qui est un outil de puissance et de protection absolument extraordinaire, ce marché unique. C'est vraiment l'une des très grandes réalisations de l'Union européenne. Et la Commission, comme les parlementaires, ils sont très attachés à juste titre. Et donc, il faut qu'on en tire des enseignements. C'est vraiment quelque chose de remarquable que l'Union européenne a fait ces dernières décennies. Et donc, on doit être capable de faire la même chose dans le domaine du numérique, puisque la vérité, c'est que dans certains secteurs,
Je prends l'exemple des télécommunications, par exemple, hein, nous avons encore des marchés qui sont très, très fragmentés. Je trouve en plus que c'est un projet politique qui est intéressant. Enfin, l'Union européenne cherche des projets aussi pour lesquels elle peut avoir un narratif puissant à l'égard des populations, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'être déconnecté des attentes de nos concitoyens. Je trouve que ça, c'est un projet, en plus, qui est vraiment intéressant et qui mêle le pratique à l'économique, au grandiose, si vous voulez. Le pratique, parce qu'avoir un marché unifié des télécommunications, ça a des incidences pratiques et donc c'est très concret pour nos concitoyens. Ça a des incidences économiques, j'ai essayé de le montrer, alors pas sur les télécommunications, mais sur le numérique, en matière d'emploi, etc. Donc c'est évidemment une dimension qui est importante et c'est un sujet presque existentiel aujourd'hui. Donc vous voyez, on mélange un peu toutes les dimensions, de la plus pratique à la plus grandiose. Proposition numéro 3, qui là est plutôt dans le rapport Draghi, mais moi aussi j'essaie de faire cette pédagogie-là depuis très longtemps. Développer des marchés financiers qui soient profonds et liquides. Bah, vous connaissez tout ça par cœur, hein. Vous savez très bien qu'un certain nombre d'entreprises, à partir du moment où elles ont passé l'amorçage, le premier tour de table, le deuxième tour de table, etc., aiment bien aller se coter sur le Nasdaq. Parce que voilà, c'est quand même un marché qui est spécialisé dans l'innovation, qui est très profond, qui est liquide. Le numérique, c'est particulier. Ce sont des economics, comme on dit en très mauvais français, qui sont très particuliers, des investissements très capitalistiques qu'il faut amortir sur un grand marché. Enfin, vous voyez, ce sont des business models qui nécessitent une culture de marché financier qui est très particulière. Typiquement, c'est ce qu'a le Nasdaq et c'est ce qui nous manque en Europe. Ça aussi, d'ailleurs, c'est un très beau projet politique. Et puis, dernière proposition qui fâchera le plus dans cette enceinte, alors pas vous nécessairement, mais dans cette enceinte en règle générale, et je terminerai par là, c'est, comment dire, de ne pas tout miser sur la réglementation. C'est formidable hein, de réglementer, c'est super de réglementer les usages, c'est très très bien. Parce qu'en effet, dans le numérique, dans le logiciel, dans l'IA, il y a plein de trucs potentiellement très dangereux, bien évidemment. Mais vous me permettrez de faire un lien, je me trompe peut-être, hein, ça m'arrive, mais je pose l'hypothèse qu'il y ait un lien entre le fait que l'Union européenne soit sur ces sujets l'instance qui, dans le monde, réglemente avec le plus de passion, et le fait que 80% du marché soit aux mains des Américains. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un lien. En tout cas, je trouve que ça mérite qu'on y réfléchisse. Alors, j'étais assez optimiste ces dernières semaines parce que je trouvais que, finalement, ces thématiques étaient en train de monter au sein de l'Union européenne et que cette idée selon laquelle la réglementation est nécessaire, et je le dis évidemment, ce serait outrancier de dire qu'il ne faut pas de réglementation sur ces sujets, ce serait outrancier. Donc bien sûr qu'il en faut, mais simplement, sans doute en Europe, nous n'avons pas trouvé encore le bon équilibre, et donc cette idée qui est une idée simple, est une idée qui est aujourd'hui vraiment en train de monter auprès des parlementaires européens, auprès de la Commission. Il y a des initiatives, notamment portées par Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission, qui, à mon avis, sont des initiatives très, très positives, qui vont dans le bon sens. Et puis, quand j'ai vu les difficultés que j'avais eues à rentrer dans cette enceinte, mon optimisme s'est un tout petit peu éclipsé. Et je me suis dit que, voilà, il y a encore un peu de travail à faire auprès de l'Union européenne pour expliquer que tout dans la vie n'est pas dangereux, que tout dans la vie n'est pas un risque extrême, y compris le fait qu'il y ait des humains qui rentrent dans le Parlement européen de Strasbourg, qui est quelque chose qui est gérable, à mon avis. Et donc je souhaiterais que nous nous tournions collectivement un peu plus vers l'avenir et avec un peu plus de confiance. Voilà. Un grand merci Nicolas Bouzou pour cette présentation des conséquences économiques des dépendances technologiques et des leviers d'action souhaitables. En guise d'introduction de cette deuxième partie qui
une sorte de table ronde, même si la table n'est pas tout à fait ronde. Je voudrais recueillir vos premières réactions, Sylvie Matelli, sur les résultats donc inédits. Et vous l'avez compris, pourquoi inédits? Parce que les flux sont opaques, et nous allons revenir là-dessus. Vos premières réactions sur les résultats de cette étude. Sylvie Matelli, vous êtes donc directrice de l'Institut Jacques Delors, et auparavant vous étiez directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de Relations Stratégiques et Internationales, et stratégiques. Et aux yeux donc d'économistes et dans le contexte géopolitique et géostratégique actuel, ces 264 milliards d'euros de coûts annuels qu'on peut dire cachés, ou en tout cas pas pris en compte dans les propositions de tarifs douaniers de M. Trump, à l'usage uniquement donc des professionnels. Le périmètre est bien celui-ci, c'est uniquement des professionnels et uniquement sur le segment du cloud et logiciel, à destination uniquement des Américains. Donc, la petite portion de la petite portion de la petite portion. Voilà, qu'est-ce que ça représente? Enfin, Nicolas Bouzou nous disait que c'était des chiffres astronomiques. Est-ce que vous partagez ce constat? Merci beaucoup. Donc je suis directrice de l'Institut Jacques Delors. Je vais peut-être commencer par ça et par vous remercier de m'avoir invitée. C'est un plaisir d'être ici et surtout d'avoir eu accès à cette étude en primeur et de pouvoir la commenter aujourd'hui. Donc l'Institut Jacques Delors, c'est ce qu'on appelle un think tank ou un centre de réflexion. C'est un institut qui a été fondé en 1996 lorsque Jacques Delors quitte la présidence de la Commission européenne pour porter sa vision de l'Europe. Et sa vision de l'Europe, c'était le marché unique, bien évidemment. Je rappelle qu'Enrico Letta est notre président et que ce rapport, on l'a accompagné, on l'a aidé dans la rédaction de ce rapport, de porter également cette idée qu'une Europe, on ne tombait pas amoureux d'un marché unique et qu'il fallait penser à l'accompagner également avec toute une dimension sociale et une dimension environnementale et énergétique. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ce sont tous les sujets sur lesquels on travaille, auxquels je rajouterai aujourd'hui les questions d'élargissement et des enjeux de l'élargissement. Nous, on défend une approche d'élargissement graduel et puis les questions de défense. Et le rôle d'un centre de réflexion comme le nôtre, c'est ça, c'est de porter des idées, de porter une vision et d'essayer de convaincre les autorités qu'il faut aller dans cette direction-là. Et c'est dans ce cadre et cette perspective que j'ai trouvé ce rapport particulièrement intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Henri probablement, et certains d'entre vous, j'étais intervenue au CIGREF, c'était fin 2021, et à l'époque, les États-Unis venaient de présenter leur projet qui deviendra l'Inflation Reduction Act. J'avais mis ça en parallèle avec le CHIPS Act, j'avais mis ça en parallèle avec l'affrontement entre la Chine et les États-Unis, et j'avais expliqué en son temps que ce qui était en train de se dessiner aux États-Unis, c'était quand même, je ne parlais pas d'impérialisme, je n'avais pas eu cette vision-là et ce mot-là, mais on sentait que les États-Unis se préparaient à un découplage avec la Chine, et je questionnais si ce découplage pouvait aller beaucoup plus loin, et les enjeux pour les Européens de repenser et d'investir sur les questions de technologie. Alors je ne vous dis pas tout ça pour montrer que j'avais raison et que j'avais été visionnaire, même si c'était vrai. Non, je plaisante quand je dis ça. J'ai absolument pas ce type de... Ceux qui me connaissent savent que j'ai absolument pas ce type de prétention, mais simplement pour dire que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui aux États-Unis et par quoi a commencé Nicolas, quand il a présenté cette étude, c'est quelque chose qui est fondamental et structurel, et que investir aujourd'hui dans la production de valeurs numériques, c'est un enjeu qui dépasse largement le seul enjeu économique, c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu certes de compétitivité, mais aussi un enjeu politique. Et c'est ce que j'ai trouvé particulièrement symptomatique dans cette étude. Moi, je suis spécialiste des questions de défense, et c'est assez fou parce que je pourrais réécrire mot à mot, plagier mot à mot l'étude que vous avez faite en remplaçant le mot numérique par défense, et on aurait les mêmes chiffres, on aurait tout pareil et les mêmes enjeux, exactement les mêmes. En particulier, je relevais dans votre présentation, mais je l'avais également lu dans l'étude, le 80% de dépendance. Eh bien, en matière de défense, depuis le début de la guerre en Ukraine, on a importé plus de 80% des équipements militaires que l'on a livrés à l'Ukraine. La petite différence, c'est que ce n'est pas que des équipements américains,
C'est 65% pour les États-Unis, mais c'est 80% pour le reste du monde, incluant bien évidemment les 65% américains. Donc on voit que sur des sujets clés de souveraineté, et l'étude le montre très très bien, non seulement on n'a pas les mesures, ce 80% qui a été, il a été produit la première fois par quelqu'un de l'IRIS dans lequel je travaillais précédemment, il a été produit, j'étais sur le départ, et quelque part c'est un chiffre qu'il a honnêtement, qu'il a calculé comme vous l'avez fait dans votre étude, c'est-à-dire à partir d'entretiens, à partir de constats, parce qu'il n'y avait pas les données, parce qu'il n'y avait pas les statistiques. Donc il a bien expliqué dans son travail que c'était une estimation. Il n'empêche que les recherches ultérieures qui ont été produites, y compris par M. Draghi, reprennent systématiquement le même type de données, preuve s'il en est que la première appréciation, aussi subjective soit-il, n'était pas si loin de la réalité. Donc ça c'est quand même symptomatique et intéressant. Et le deuxième élément, c'est l'enjeu en termes économiques. Et je crois que là, on est dans un moment, et ça rejoint tout ce que vous avez dit, et c'est les idées qui me sont venues en lisant le rapport, mais aussi en vous écoutant ce matin, Nicolas, c'est que on sort d'un moment où l'Union européenne a peut-être plus vécu que quiconque l'idée de fin de l'histoire. Tout allait se régler par le marché, tout allait se régler par la confrontation de l'offre et de la demande, par des équilibres de marché, et au fond, pas besoin de politique et pas besoin de faire de la politique. Et c'est là que j'en reviens à la question de la normalisation. Et la réponse sur y a-t-il un lien entre réglementation et le retard en matière numérique? Bah oui, clairement. Mais avec un lien indirect qui passe par le fait que au niveau des institutions européennes, il y a eu clairement un refus, et le refus, il est peut-être diffus dans les différentes institutions, sauf que un refus de volonté politique. Et la volonté politique dans les institutions européennes, elle relève des États, elle relève du Conseil. C'est n'importe quoi de nous faire croire que c'est Madame von der Leyen en haut de sa tour, aussi autoritaire soit-elle d'ailleurs, ça c'est une autre aspect, mais c'est du grand n'importe quoi de nous faire croire qu'elle décide de tout. La Commission européenne est force de proposition. Or, elle propose quoi? Elle propose tout un ensemble de choses. Quand il y a une décision politique à prendre, c'est le Conseil, ce sont les États qui doivent la prendre. Or, il se trouve que, comme ces dernières années et encore aujourd'hui, il manque fortement de volonté politique sur un certain nombre de sujets, le numérique, la défense, et j'en passe et des meilleurs, eh bien, les seules choses qui finissent par aboutir, c'est la normalisation et les réglementations. Et donc, in fine, c'est vrai qu'on n'a pas investi dans le champ politique, on parle beaucoup de souveraineté et d'autonomie, mais hormis se protéger par des règles, on n'a pas mis en œuvre une machine d'autonomie et de souveraineté. C'est vrai dans le numérique, c'est vrai sur des tas d'autres sujets. Et ça, je pense que c'est dramatique et j'espère qu'on va parvenir à conjurer tout ça. Dieu merci, la Commission européenne s'est rendue compte qu'au fond, à la fin, il ne restait plus que le millefeuille de réglementation et on essaie une simplification. Mais la simplification, c'est aussi une démarche politique. Et s'il n'y a pas cette volonté politique, on n'aboutira pas à cette simplification. Donc c'était peut-être une première réaction. Et sur la question de la précaution, c'est la même chose. Ça rejoint la question de l'investissement également. C'est-à-dire aujourd'hui, on est précautionneux et on se protège de tout, parce que imaginez qu'il soit arrivé quoi que ce soit ce matin à l'entrée dans le Parlement européen, ça aurait été tout de suite des généralités sans nom sur « ah, mais on se protège de rien », etc. Le principe de précaution est le principe probablement le plus vénéré en Europe, là où le principe de la prise de risque, de l'échec et souvent de la réussite est le principe le plus vénéré de l'autre côté des États-Unis. Donc ça, c'est un élément fondamental. Et quand je dis ça, c'est pas du tout pour dédouaner qui que ce soit, c'est plutôt pour nous dire à nous, réfléchissons aussi, et on voit exactement les mêmes logiques dans le domaine de la défense, où aujourd'hui, quand on parle de se réarmer, on voit des tas de gens qui commencent à se dire « non mais attends, si on se réarme, c'est qu'on va aller faire la guerre », mais il n'est pas question que les enfants ou qui que ce soit aillent faire la guerre. Or, en réalité, si on veut être fort, il faut vraiment avoir une mentalité forte, en fait, et assumer ces choses-là, et ça, c'est extrêmement important. Bon, j'aurais d'autres choses à dire, mais pour réagir aussi, c'était pas rapide, mais pour réagir un petit peu sur cette étude et ouvrir le débat et les échanges. Merci beaucoup Sylvie. Effectivement,
le réarmement moral, comme le prônait Emmanuel Macron il y a encore un an aux forces armées, est sûrement déjà la première voie pour affirmer une volonté et ensuite décliner avec des actions. Et justement, dans cette partie déjà de volonté et de compréhension on va dire du contexte et de compréhension des flux économiques, la première chose qui nous a le plus marqué, et vous en parliez, c'est l'absence flagrante de données sur les flux commerciaux et sur les flux financiers en matière de services numériques comparé au commerce de biens. Alors, Nicolas, vous rappeliez que les statistiques ont été effectivement, enfin, tous les modèles statistiques ont été surtout créés à partir de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est vrai que nous, c'est quelque chose qui nous a paru absolument ahurissant de se dire on peut mesurer à l'unité près le nombre de voitures qui transitent entre les États-Unis et l'Union européenne, ou inversement, si on en a peur, comme M. Trump. Mais pour les services numériques, aucune donnée. Voilà. Donc la question de l'opacité volontaire propre aux services numériques était vraiment gênante. Et quels sont les leviers, à vos yeux, pour dépasser justement cette méconnaissance, premièrement, et d'autre part, comment se fait-il aussi qu'une telle structuration fiscale se soit imposée au sein même de l'Union européenne en Irlande? Voilà les deux questions qui seraient intéressantes pour nous de se poser. Je ne sais pas, Nicolas, si vous ou Sylvie. Oui, je peux commencer. Alors, sur les statistiques et le manque de statistiques, déjà, avoir fait ce constat est une première étape pour que, finalement, on se pose les bonnes questions et que, peut-être, Eurostat s'empare du sujet et essaye de construire une base de données statistiques. C'est un peu toujours la difficulté au niveau européen, puisque on est 27 pays et il n'y a pas que le marché qui soit fragmenté en 27 marchés. Nous sommes 27 nations, et Dieu merci, hein, c'est pas un sujet, mais c'est vrai que pour synthétiser, pour harmoniser nos données, eh bien, il faut qu'il y ait une prise de conscience du besoin et puis après un gros travail qui soit fait sur ce sujet-là. Donc ça c'est fondamental. Et je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est l'introduction que nous a faite Nicolas en expliquant qu'il faut bien distinguer la production et l'utilisation. On a souvent tendance à parler de grande masse, à parler de sujets, à mélanger un petit peu tout. L'intérêt de cette étude est aussi de bien distinguer entre l'utilisation et la production et de prendre le parti de n'étudier que la production. Alors c'est logique qu'on n'ait pas beaucoup de statistiques si on n'a pas beaucoup de production, et en même temps c'est avec des statistiques qu'on se rendra compte des progrès établis et des indicateurs intéressants. Peut-être qu'une suite de l'étude, je ne sais pas si vous avez prévu de commander une nouvelle étude à Astérès, mais une suite de l'étude, je fais le service après-vente, une suite de l'étude serait de réfléchir à quels pourraient être les indicateurs en fait de performance dans ce domaine et quels sont les objectifs et les cibles à se fixer et quels sont les indicateurs qui peuvent permettre d'y arriver et de mesurer les progrès évalués. Et l'indicateur du nombre d'emplois est particulièrement intéressant. Moi, j'ai été déjà assez étonnée par le fait que l'achat de services numériques aux États-Unis représente dans le bas de la fourchette 1,5% du PIB européen. Dans le haut de la fourchette, on est à plus de 3%. Je vous rappelle, c'est rappelé dans l'étude, mais je vous rappelle que le budget de l'Union européenne, c'est 1% du PIB. Donc, vous voyez, c'est 3 fois plus que le budget de l'Union européenne. Imaginez si, en plus, si on produisait en Europe, au-delà des emplois, etc., les rentrées fiscales qui permettraient peut-être de renforcer et de revaloriser le budget européen. C'est une petite piste. L'Union européenne cherchant des ressources propres, ça peut être vendeur pour justifier d'avoir des statistiques. Voilà. Oui, un tout petit mot pour compléter sur la question de l'Irlande. Bon, il se trouve que le problème de la compétition fiscale entre les pays de l'Union européenne est un sujet qui n'a pas été traité en réalité par l'Union européenne, ou alors de façon extrêmement marginale. Paradoxalement, et d'ailleurs c'est quand même un sujet de réflexion pour l'Union européenne, c'est l'OCDE qui le traite aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a bien des travaux, et même d'ailleurs des projets extrêmement concrets de lutte contre la compétition fiscale. Alors, contre les excès de la compétition fiscale, parce qu'évidemment, la compétition fiscale en elle-même est quelque chose de normal, et tous les pays du monde ne vont pas avoir le même niveau de TVA, le même niveau d'impôt sur les bénéfices, etc. Tout ça n'aurait aucun sens. Mais en revanche, qu'il y ait quand même des règles, ça, c'est quelque chose qui est absolument souhaitable du point de vue financier, du point de vue économique. Et la solution, elle vient aujourd'hui plutôt de l'extérieur de l'Europe, ce qui n'est pas normal, en fait, quand on y pense.
Et en vous écoutant, d'ailleurs, Sylvie, je me disais que peut-être qu'au niveau statistique, la solution viendra aussi du coup de l'OCDE, ce qui ne serait pas normal. Ce serait, pardon de le dire un peu brutalement, mais un peu une deuxième humiliation quand même pour l'Union européenne. Merci beaucoup pour ces éclairages sur cette question. Tout à l'heure, vous nous avez rappelé effectivement la différence qu'il y a entre productivité et compétitivité. La compétitivité étant moins, disons, moins utilisée en termes économiques puisqu'elle est relative, elle mesure un écart entre deux choses, entre deux entreprises, deux secteurs, deux économies nationales. Mais comme c'est quand même la question qui nous occupe pour ces deux prochaines journées, je voulais vous demander sur le volet purement de la compétitivité, que penser par exemple du constat de Mario Draghi, qui vise à dire que la compétitivité européenne vis-à-vis de l'économie donc américaine va dépendre de plus en plus de la numérisation, tous secteurs confondus, et quel est le facteur principal, si ce n'est celui déterminant, de l'écart de productivité US-UE dans les 30 dernières années, que le décrochage aurait pour première cause cet écart-là. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce qu'il fait consensus au sein des économistes? Alors oui, je le partage évidemment complètement. Quand vous regardez le décrochage relatif de PIB par habitant, par exemple, tout simplement, de revenus par habitant, entre les États-Unis et l'Union européenne, donc c'est vraiment un décrochage qui s'est accentué à partir de la crise de 2008. On a dû perdre, de mémoire, vous vérifierez, mais 10-15 points de revenus par habitant relatifs entre l'Union européenne et les États-Unis depuis 2008. Et donc vous voyez que oui, très clairement, c'est essentiellement lié à la faiblesse relative des gains de productivité dans l'Union européenne depuis la sortie du Covid, où là aussi d'ailleurs il y a eu à nouveau un phénomène d'accélération puisque la productivité monte aux États-Unis, elle augmente très faiblement dans l'Union européenne et dans certains pays comme la France, elle est carrément en baisse. Donc ce sujet de la productivité est absolument majeur. Mais là pour le coup c'est un sujet justement qui à mon avis est à différencier du sujet de la compétitivité. C'est deux choses qui sont un peu différentes. Donc le sujet de la productivité, pour le coup, c'est un sujet d'utilisation. Et donc, oui, très schématiquement, je vais vite, mais on utilise moins d'IA dans l'Union européenne. Donc les banques, les compagnies d'assurance, les industries, etc. utilisent moins d'IA. Bon, le numérique, non, quand même, le retard s'est comblé, mais moins d'IA et puis moins de robots. Très, très clairement, on a un sujet aussi de robotisation, sachant que le sujet ça commence maintenant, mais de 2026, 2027, etc., ça va être ce qu'on appelle les humanoïdes, enfin les androïdes en très mauvais français, c'est-à-dire l'hybridation entre l'IA et les robots. Qu'est-ce que c'est qu'un humanoïde, un androïde, donc comme disent les anglo-saxons? En fait, c'est tout simplement une IA du type, celle que vous avez sur votre smartphone, qui est greffée sur un robot. Vous avez peut-être vu ces derniers jours ces images d'usines en Chine où il n'y a que des robots. Ce qui est un vrai d'ailleurs sujet de réflexion sur la question de la réindustrialisation, parce que la réindustrialisation est sans doute souhaitable à plein d'égards, et de ce point de vue-là, l'objectif du président Trump de réindustrialiser les États-Unis est parfaitement légitime, même si on peut discuter de la méthode, mais il n'y a pas de problème avec l'idée d'une bonne stratégie qui notamment laisse un espace à une stratégie de réindustrialisation. Sauf que ça ne créera pas d'emploi, ou très peu, en fait. Donc le sujet de la réindustrialisation n'est pas véritablement un sujet d'emploi, tout simplement parce que, là encore, il y a des gains de productivité très importants dans l'industrie. Oui, je vais compléter ce qui a été dit. Effectivement, quand on parle de compétitivité et de productivité à l'échelle européenne et qu'on regarde le décrochage avec les États-Unis, il est particulièrement net après la crise de 2008 et encore plus net, il s'accélère après la pandémie de Covid. Et il est lié à plusieurs facteurs qui ne sont pas d'ailleurs simultanés dans tous les pays, mais qui combinés les uns aux autres, font ce décrochage et la situation qu'on observe et qui sont très bien décrits par Mario Draghi. Il y a la première question, c'est la question de l'énergie et du coût de l'énergie et du fait que la souveraineté des Européens dans ce domaine est relativement limitée. Moi, j'aime bien rappeler que c'est pas nouveau, puisque Jacques Delors, dans les années 90, avait déjà proposé de créer une communauté européenne de l'énergie, dont le but, c'était de trouver un moyen de produire notre propre énergie, ou en tout cas d'aller négocier notre énergie tous ensemble pour avoir plus de marge de manœuvre. Et ça, c'est intéressant, parce que ça rejoint le troisième argument que je vais vous livrer. Le deuxième argument,
argument d'abord, avant de l'oublier, c'est la question de l'industrie. C'est ce que vient de dire Nicolas, c'est-à-dire faut pas croire que réindustrialiser en Europe va créer beaucoup d'emplois directs. Ça créera des emplois indirects parce que ça créera de l'innovation, ça créera une économie plus compétitive et probablement plus productive, mais c'est pas l'industrie qui va créer des emplois. Par contre, c'est vrai que c'est dans l'industrie que la productivité est la plus forte, bien plus forte que dans le secteur des services, et que la désindustrialisation que nous avons connue dans un certain nombre de pays européens, pas tous, mais un certain nombre, explique en grande partie pourquoi nous avons décroché, et pourquoi globalement l'Europe a décroché sur cet aspect-là. Et puis enfin, le troisième élément, c'est la fragmentation. C'est la fragmentation qui fait que, et c'est plutôt le rapport d'Enrico Letta qui le montre très bien, la fragmentation des marchés empêche les économies d'échelle, empêche les synergies entre les différentes industries. Moi, j'aime bien, je la cite souvent, la réflexion qui a été faite par l'ancien patron d'MBDA ces dernières semaines. Il parlait de la défense, mais là aussi, ça s'applique à tous les secteurs. Il disait il faut que nous arrêtions en Europe de chercher toujours le meilleur athlète, de best athlète, mais que l'on cherche la meilleure équipe. Et je crois que ça, c'est fondamental dans tous les domaines. Et là aussi, on perd beaucoup d'énergie à se faire concurrence les uns avec les autres, alors que les géants sont à l'extérieur et qu'on n'est pas suffisamment armé pour ça. Et donc, et je vous rappelle que dans le rapport d'Enrico Letta, les 5 marchés sur lesquels il considère que la fragmentation est encore à son maximum, c'est l'énergie, c'est la finance, les quatre secteurs. C'est la défense et c'est les télécoms. Ça nous a fait sourire quand il a parlé de télécom, mais il voulait dire tout le secteur du numérique, en fait. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, effectivement. En fait, cette question du marché unique, il faut bien comprendre qu'elle est importante en soi, mais elle l'est plus encore quand on parle de secteurs comme le numérique ou en effet comme l'énergie, parce que ce sont des secteurs qui demandent énormément d'investissement. Ce sont des secteurs très capitalistiques avec des rendements d'échelle qui sont croissants, ce qui est quelque chose d'assez particulier pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'analyse économique. Il y a assez peu de secteurs qui fonctionnent comme ça, mais c'est le cas des secteurs dont on parle, et c'est le cas du logiciel, du cloud, etc. Ça veut dire que si vous voulez faire un business model qui soit rentable à un horizon décent pour les investisseurs, en fait, il faut que vous puissiez l'amortir sur un grand marché. Alors, ce que je dis est tout simple, mais c'est une idée qu'on a parfois un peu de mal à faire comprendre. Et en fait, c'est vraiment un avantage concurrentiel très important des Américains et des Chinois. Parce que on peut se gargariser en disant l'Union européenne, c'est 450 millions de personnes, etc. Donc, c'est plus que les États-Unis, etc. Mais en fait, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Si, c'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour l'automobile, etc. Mais c'est pas vrai pour le numérique, par exemple. Et c'est ça ce qu'il faut absolument corriger. Quand, je dis n'importe quoi, mais quand un start-upper chinois crée une entreprise très innovante dans les énergies renouvelables, ben en fait, naturellement, son marché, c'est le marché chinois. Donc, il sait que si ça marche, il peut présenter aux investisseurs, si ça marche, hein, ce qui arrive une fois sur 1000, mais bon, mais si ça marche, il peut présenter quelque chose aux investisseurs qui deviendra rentable, voire très rentable, en raison de la nature de ces économies d'échelle. Dans l'Union européenne, c'est beaucoup plus compliqué. Il faudra qu'il aille voir les 27 régulateurs. Et donc, ce qui va se passer, on le sait très bien, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'avant d'adresser tout le marché européen, il sera peut-être coté sur le Nasdaq ou devenu plus ou moins, ça ne se fait pas d'un coup, mais plus ou moins américain ou sud-coréen ou je ne sais quoi. Donc, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Alors, on en parle beaucoup ici, mais dans le débat public, en règle générale, on n'en parle pas beaucoup. Mais vraiment, mais c'est peut-être le plus important parmi tous. Merci pour ces deux éclairages. Et sur justement la question de se réarmer, que ce soit par l'industrie, par le rattrapage technologique également, d'un point de vue, on va dire, et réactif et prospectif, que pensez-vous du possible déplacement de cette guerre économique qui s'intensifie au numérique, à l'heure où, par exemple, la présidente de la Commission européenne annonce au Financial Times d'éventuelles représailles avec des taxations sur le numérique
suite aux annonces douanières de M. Trump. Est-ce que vous pensez que le numérique est pour l'instant, outre cette dépendance, préservé d'une forme de guerre économique à large échelle, disons, qui n'est pas encore un levier utilisé, ou est-ce que nous sommes d'ores et déjà en guerre sans le savoir? C'est une vaste question et je ne suis pas sûre d'avoir les réponses. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes Européens un peu coincés par la très très forte dépendance décrite dans l'étude et dont nous parlons depuis ce matin, mais notre très très forte dépendance dans ce domaine vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire, certes, il faut qu'on agisse, il faut qu'on investisse, il faut qu'on dynamise ce secteur, et je pense que les enjeux sont là, et en même temps, à très court terme, comment on fait pour se passer, comment on fait si demain les accès à Google ou autres sont coupés. Ça, c'est un vrai sujet. Il faut qu'on avance rapidement sur ces thématiques-là. Après, l'enjeu est bien plus large, et vous l'avez vu dans toutes nos discussions. Moi, c'est pour ça que j'ai rapproché systématiquement, alors c'est pour rester dans ma zone de confort, mais pas que j'ai rapproché systématiquement ce sujet du numérique du sujet de la défense. On a évoqué des tas de choses. Ce que disait Nicolas à l'instant sur le fait des 27 États, ça me faisait penser à une des recommandations d'Enrico Letta sur la création d'un 28e État qui serait en fait un statut juridique qui permettrait à tout un ensemble d'entreprises de s'enregistrer auprès de ce statut qui serait reconnu par l'ensemble des pays européens et qui permettrait de bénéficier d'un statut unique. Là aussi, c'est une proposition qui est faite, qui est dans les feuilles de route d'un certain nombre de commissaires. Donc la Commission est à la manœuvre. Il n'empêche qu'à la fin, ce sont quand même les États et le Conseil qui vont accepter ou pas. Et je ne sais pas quelle va être l'attitude de l'Irlande sur ce sujet, mais je doute qu'elle soit très porteuse de ce type de projet. Donc, je pensais aussi à la question des investissements. C'est quand même dingue, on parlait du principe de précaution tout à l'heure, c'est quand même dingue qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'épargne européenne aille s'investir dans des bons du Trésor américain, parce que c'est super sûr comme placement. Enfin, ça l'était jusque-là. Avec la prime de risque, ça va peut-être changer et faire revenir notre épargne en Europe, il faut le souhaiter, pendant que les business angels américains, eux, ont tout l'argent qu'il leur faut pour investir dans des entreprises et prendre tous les risques nécessaires pour dynamiser le numérique. Donc ça aussi, il faut qu'on arrive à le modifier, à le changer. Et ça demande de réarmer les esprits et de changer de logiciel, bien évidemment. Alors, je pense que l'Union européenne n'a pas du tout intérêt à participer à la guerre commerciale et à l'escalade. Et donc, je trouve que la stratégie de la Commission, puisque de toute façon, sur ces sujets-là, c'est une compétence de la Commission et pas des États. Donc, les chefs d'État peuvent aller voir le président Trump s'ils veulent, mais c'est une prérogative de la Commission. Je trouve que l'Union européenne gère parfaitement les choses, très clairement. Donc, parfois, j'ai des critiques à faire, mais là, pas du tout, parce que je pense que l'Union européenne doit agir en fonction des intérêts de l'Union européenne. Et l'intérêt de l'Union européenne, ça n'est certainement pas de participer à une guerre commerciale qui a été lancée par les États-Unis et qui est très mauvaise pour les Américains, mais qui est très mauvaise pour le monde entier. Et donc, la stratégie de l'Union européenne qui consiste à dire, écoutez, vous menez une politique qui est néfaste pour vous et pour tout le monde, mais nous, on temporise, on ne rentre pas là-dedans. Alors je sais que ça ne correspond pas forcément aux attentes des opinions publiques, qui sont un peu dans un truc un peu plus bagarreur, qui aide, etc. Mais cette stratégie, j'en suis absolument convaincu, elle est la bonne. Et notamment parce qu'en effet, si demain on nous coupe l'accès à Gmail, c'est pas bon pour nos entreprises. Voilà. Donc c'est pas de la lâcheté que de dire ça, c'est au contraire de la lucidité. Et donc la bonne stratégie, c'est de faire ce qu'on fait, alors évidemment de répliquer, parce qu'on ne va pas se laisser faire, mais de le faire intelligemment, donc d'opposer à une politique qui est une politique qui n'est pas bonne, une politique qui est intelligente pour l'Union européenne, qui n'insulte pas l'avenir non plus, parce que les administrations américaines, elles vont changer aussi, etc. Donc il faut aussi avoir une vision de moyen long terme, et en revanche, d'investir dans notre autonomie. C'est ça ce qu'il faut faire en matière de défense, en matière d'énergie et en matière de numérique. Quant aux relations, parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'en dis un tout petit mot, parce que c'est aussi le sujet du jour avec la Chine, là aussi je pense que la stratégie qui a été très bien théorisée par Ursula von der Leyen est la bonne. Au fond, je schématise un peu, pardonnez-moi, mais les Américains, alors je vais employer des anglicismes, mais les Américains, et Sylvie l'a dit tout à l'heure, mènent par rapport à la Chine une stratégie de découplage, schématiquement, c'est-à-dire on essaie progressivement de séparer les deux économies.
l'Union européenne mène une stratégie, pardonnez-moi pour le terme, de dérisking. Dérisquage ? Dérisquage. Pas très beau. De dérisquage, qui consiste à dire on ne se découple pas, mais en revanche, là où vraiment on a des intérêts stratégiques sur le numérique, sur les métaux rares, sur les minerais critiques, etc., ben, on essaie de faire progresser notre production, enfin il faut d'ailleurs, semi-conducteurs, etc., sur le sol européen. Voilà. Là encore, je pense que cette stratégie est la bonne, surtout en ce moment où, certes, on a un certain nombre de contentieux avec la Chine, il y a des enquêtes de l'Union européenne, etc., mais on n'a aucun intérêt à se fâcher, plus que de raison, avec la Chine. Voilà. Et en plus, je trouve que c'est pas mal par rapport à nos amis américains de leur dire écoutez, vous voulez en ce moment vous séparer de nous, très bien, on en prend acte. Bah, du coup, l'Union européenne mène la politique qu'elle souhaite mener par rapport à ses autres partenaires, dont la Chine. Sans aucune naïveté, hein, parce que je dis, il y a des contentieux avec la Chine en ce moment sur un certain nombre de sujets. Mais donc, je pense que cette stratégie du dérisquage est la bonne. Donc, je trouve quand même que sur tous ces sujets, hein, l'Union européenne, franchement, gère vraiment plutôt bien les choses en ce moment. Ce qui manque, c'est la mise en application de Draghi l'État. Voilà, c'est ça ce qui manque. Il y a quelque chose qui m'interroge aujourd'hui, et peut-être que ce que je vais vous dire va se révéler totalement faux quand on va sortir de cet amphi, mais comparé à la première administration Trump, je trouve que les réactions de Donald Trump et de son entourage aux velléités de souveraineté européenne restent aujourd'hui assez tempérées. Je me souviens, moi, quand on a lancé le Fonds européen de la défense, il y avait quand même une lettre qui était partie de l'ambassadrice des États-Unis à Bruxelles, envoyée au président à l'époque, je crois que c'était encore, c'était encore Jean-Claude Juncker de la Commission européenne, en expliquant que c'était un scandale et qu'il était hors de question qu'on développe l'Europe de la défense. Aujourd'hui, on n'a rien entendu, pas de réaction. Alors peut-être que le package va venir d'un coup, hein, mais il y a aussi la possibilité, ce qui veut dire que ce serait une énorme opportunité pour les Européens, que Donald Trump soit véritablement dans une logique de repli sur soi et sur sa zone d'influence, et que le reste du monde l'importe peu, que ce reste du monde devienne souverain ou pas. Alors, sa zone d'influence va jusqu'au Groenland, donc ça nous posera quand même un certain nombre de sujets. Mais voilà, je pose la question, et encore une fois, je me trompe peut-être, mais jour après jour, j'attends la réaction sur l'industrie de défense, parce que ce qu'on est en train de faire en matière de défense, d'industrie de défense, va énormément affecter les industriels américains, et pour l'instant, ça ne réagit pas. Alors, c'est peut-être très tôt, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres explications, ce qui serait une énorme opportunité pour les Européens pour avancer dans tous ces domaines. Ce qui nous donne bon espoir également pour les développements ou les suites de l'EUCS, puisque effectivement, lors de l'administration, sous l'administration Biden, effectivement, de la même manière que pour le Fonds de la Défense, il y avait eu une lettre d'Anthony Blinken, secrétaire général américain, et de Joe Biden directement pour empêcher, ou en tout cas insister fortement sur le danger économique et sécuritaire que représentait le niveau de sécurisation High+. Donc espérons en tout cas que nous ayons encore un peu de temps et les mains libres. Je vous propose à présent de passer aux questions avec les participants. Je vous remercie à nouveau Sylvie Matelli et Nicolas Bouzou pour ces présentations et ces commentaires de l'étude. Et à présent, place aux discussions avec la salle. Je vais ouvrir le bal. Donc, Emmanuel Sardé, président du SIGREF et aussi en charge de l'IT du Crédit Agricole. Merci beaucoup pour cette contribution et ces éclairages, et on est très satisfaits. Je voulais remercier au nom du SIGREF la qualité des rendus et des commentaires sur cette étude-là. Alors, pour revenir, nous, on est une association, et je m'associe à Véronique, les entreprises. C'est-à-dire que là, on va être très à l'aise en termes de citoyens, de consommateurs, à contempler le monde, à discuter les politiques publiques et à attendre qu'il y ait des changements impulsés.
en écoutant les mots valises où effectivement il faut se réarmer. Maintenant, nous, et vous le savez, dans la finance, on a une injonction de devenir résilient. Un peu comme c'est le avant et le après. Donc on a aujourd'hui, et moi le premier, donc je ne vais pas jeter la pierre, mais cette tentation des mots valises pour ne pas traiter les choses qui seraient inefficaces ou qui feraient bouger vraiment les choses. L'entreprise, c'est un objet assez particulier. Elle est, vous l'avez dit, au Nasdaq ou ailleurs, elle est 440 ou elle est dans d'autres pays. Elle a ses forces de travail et on entend des débats où effectivement réindustrialiser, c'est plein de nouveaux travailleurs, les foules bien heureuses qui vont à l'usine, qui ressortent avec plein de fiscalité qui rentrent dans le PIB du pays. Et puis il y a ceux qui regardent plutôt la réalité qui se disent bah oui, ça va faire des super usines très productives avec plein de robots, dont la fiscalité de la robotique pour l'instant est quand même un sujet à creuser. En termes de sujets. Les clients sont un peu partout. Les marchés sont en France, les marchés sont aux US. Les entreprises, dont on a une représentation là aussi, sont des entreprises parfois américaines, mais dont la valeur ajoutée et le tissu économique, et j'ai passé moi une vingtaine d'années chez Accenture, eh bien c'est vrai que la matière humaine de production de la valeur ajoutée, elle est en Europe pour le marché européen. Donc il y a les chaînes de valeur qui se construisent à l'étranger, puis il y a les chaînes de valeur qui se construisent dans le marché, tout en étant des entreprises américaines. Donc l'entreprise, et nous sommes les représentants de ces entreprises-là, quand elle prend ces discours-là, quand elle réfléchit et dit « je comprends bien quand je prends ma casquette de citoyen », je comprends plus difficilement lorsque je m'assois avec mon COMEX en entreprise, quelles sont leurs marges de manœuvre. C'était la première question, c'était juste pour lancer le... Quel point de vue de l'économiste lorsque ces objets-là, qui sont un peu des objets protéiformes, sont sommés de bouger, de changer leur logiciel et de se réarmer et de faire en sorte que les politiques publiques ne soient pas la solution attendue qui va arriver, effectivement, opérationnaliser la partie l'État Draghi. Je pense que les entreprises, elles ont une capacité d'adaptation qui est exceptionnelle, surtout les entreprises qui naviguent dans les eaux réglementaires de l'Union européenne. Mais je pense quand même qu'il faut faire bouger les politiques publiques. Je suis absolument persuadé que c'est possible, que ça passe par de la pédagogie, que ça passe par le débat public, beaucoup plus que par l'accès direct auprès des parlementaires, des commissaires, etc. Qu'il faut faire, il faut avoir ces discussions. Mais je sais très bien d'expérience que les choses bougent quand un sujet devient un sujet dominant dans le débat public. Donc c'est un sujet de pédagogie. Et la pédagogie, c'est long et c'est pénible. J'en sais quelque chose, parce qu'il faut toujours répéter les mêmes choses. Et c'est très long. Et il ne faut jamais se décourager, parce que ça finit par marcher. Mais ça peut prendre 20 ans. Ça peut être très très long. Juste vous prends un exemple qui n'a rien à voir, mais je lisais la presse ce matin. Vous avez un sujet qui est en train d'arriver en France. Pardonnez-moi pour ceux qui ne sont pas français, c'est toujours très pénible d'entendre un Français parler de la France. Mais un sujet qui arrive en France alors que ça fait 30 ans qu'on en parle. Mais ça y est, il est en train d'arriver. C'est est-ce que dans notre système de retraite, il ne serait pas venu de mettre un peu, d'une façon ou d'une autre, un petit peu de capitalisation. Mais ça y est, ça ne va pas se faire tout de suite, mais je pense que ça se fera. Mais ça fait 30 ans qu'on en parle. Mais ça y est, on y est. Vous voyez, c'est plus tabou. Il y a 20 ans, c'était vu comme un truc, voilà. Maintenant, c'est quelque chose qui est devenu à peu près normal. Alors je sais que c'est un peu exotique pour ceux d'entre vous qui ne sont pas français, puisque la France est le seul pays au monde qui n'a pas une petite dose de capitalisation, mais c'est le charme de notre pays. Voilà, donc voilà, donc il faut faire ce que vous faites, il faut faire ce que fait le CIGREF, faut en parler, publier, être présent, faire des rassemblements comme ça. C'est très utile, mais il faut en faire plein et ne jamais se décourager. Peut-être pour réagir sur votre question, je vous poserai une autre question, mais qu'est-ce que l'entreprise en fait ?
Et c'est un vaste sujet. Quel point commun y a-t-il entre les grandes entreprises et de plus petites entreprises qui sont dans nos territoires, sur nos territoires, et confrontées à des problématiques tout autres que les grandes entreprises, qui ne se posent pas la question de savoir si elles vont avoir accès au bureau de Donald Trump ou pas en réalité, hein, et si elles vont y aller ou pas. Est-ce que l'entreprise doit être patriote ou pas? Voilà, c'est tout un sujet. Moi, j'ai défendu il y a quelques années, je travaille beaucoup moins sur ces sujets maintenant, c'est d'ailleurs une frustration parce que j'aimais beaucoup travailler là-dessus, j'ai beaucoup défendu. J'avais beaucoup travaillé, en fait, étant économiste à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Je m'étais longtemps posé la question du risque géopolitique et la façon dont il était traité par les entreprises et par les cabinets de conseil, et dont il est encore traité d'ailleurs par les cabinets de conseil qui les accompagnent. C'était une vision très Sciences Po, où le risque géopolitique, c'est celui-là, et puis il faut prévenir, il faut vous adapter, il faut apprendre à gérer des risques, à gérer des crises, etc. etc. Et j'avais développé l'idée de la responsabilité géopolitique de l'entreprise, au sens où, dans un monde global, l'entreprise est un acteur politique, comme les États, et elle doit assumer ce rôle d'acteur politique, et que sa responsabilité géopolitique, c'est de dire qu'au fond, au-delà d'anticiper les risques et de gérer les crises, l'entreprise peut aussi modeler l'environnement, et ça rejoint ce que vient de dire Nicolas, elle peut aussi modeler l'environnement dans lequel elle évolue, et par son action et par le montant de ses investissements. Le constat, il m'était venu des investissements de grandes entreprises dans certains pays qui sont parfois comparables au PIB du pays en tant que tel, et il y avait cette dimension-là. Et je pense que, pour répondre à votre question, je pense que très clairement, c'est une question qui, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit la nature de son activité, quel que soit le périmètre de son activité, nationale ou internationale, nationale, européenne ou internationale, cette question politique, c'est une question fondamentale. Et c'est une question qui est de fait récupérée par les pouvoirs publics via des régulations parce que l'entreprise ne se positionne pas. Donc je pense qu'il y a une réflexion à mener. Moi, à l'époque, j'avais développé le concept de politique étrangère de l'entreprise, c'est-à-dire aux côtés d'une stratégie, il fallait imaginer une politique étrangère, et puis j'ai pas eu le temps de creuser ce que pourrait être une politique étrangère de l'entreprise, mais je pense que cette question politique, c'est une question fondamentale. C'est une question dont se sont emparées les entreprises via les logiques de RSE, en réalité. Mais on doit dépasser la seule logique de la RSE en se disant, au-delà de la RSE et au-delà, la RSE, en gros, c'est quand même des politiques qui visent à attirer les meilleurs dans votre entreprise en disant, regardez, on investit et on travaille et on réfléchit à la diversité, à la mixité, à tout un ensemble de sujets. Je pense que la dimension politique de l'entreprise, elle va au-delà de ça. Et on le voit d'ailleurs dans le secteur du numérique, quand on voit le rôle, et là je suis dans une logique d'utilisation plutôt, mais même dans une logique de production également, le rôle et l'implication et les enjeux politiques de l'activité de ces entreprises du numérique. Et il me semble, mais c'est encore une fois l'hypothèse d'une chercheuse, et je suis prête et très intéressée d'ailleurs à entendre les retours sur ce sujet, il me semble que c'est un problème aujourd'hui que de n'avoir dans ce secteur hautement stratégique et politique, de n'avoir que des acteurs américains ou chinois. Oui, bonjour, Jean-Claude Laroche, je suis dans le groupe EDF et prédécesseur d'Emmanuel au SIGREF. Je me souviens qu'il y a quelques années, avoir eu des discussions avec la direction monde de Microsoft au moment où se montait le projet Bleu. C'est un projet de cloud de confiance avec des technologies américaines et qui est sur le plan capitalistique porté par Capgemini et Orange de mémoire. Et j'ai demandé donc à Microsoft, mais je leur ai dit, mais pourquoi vous voulez faire des clouds de confiance au niveau de la France, au niveau de l'Allemagne, etc. Pourquoi pas au niveau européen, sachant que le marché, c'est plutôt à ce niveau-là qu'il se trouve. Et eux, ils me répondaient, écoutez, pour se lancer dans des investissements, dans des data centers de cette ampleur, nous, on a besoin de garanties de marché, ça passe par de la commande publique. Donc on va lancer Bleu en même temps que d'ailleurs la France va adopter sa politique cloud au centre, parce que ça va donner un périmètre de marché. Et si on fragmente entre les pays européens, c'est pas pour vous mettre en concurrence entre vous, c'est parce que la commande publique, elle est décidée au niveau des États membres et pas au niveau de l'Union européenne. Donc j'allais poser une question toute bête, à quand une commande publique européenne ? Oui. Alors là, pour le coup, c'est plutôt à la commission, aux parlementaires qu'il faut demander. Mais
Ça aussi, c'est plutôt l'esprit du rapport Draghi. Je ne sais plus s'il y a cette préconisation précise dans le rapport Draghi, mais enfin, sur le fond, on est complètement d'accord avec ça. Oui. Et c'est déjà dans les tuyaux, alors peut-être pas dans le domaine du numérique, il faudra vérifier, mais la Commission européenne a, au moment de la pandémie de Covid, réussi à faire des achats groupés de vaccins. Donc on a déjà testé les choses. Et dans le domaine de la défense également, alors vous allez dire que je vous parle tout le temps de la défense, mais ça veut dire qu'il se passe plein de choses. Dans le domaine de la défense, je vous rappelle qu'il y a un projet qui s'appelle ASAP. Alors ne me demandez pas ce que ça veut dire ASAP à ce stade, mais c'est les achats communs de munitions pour livrer à l'Ukraine en fait. Donc on a acheté en commun des munitions pour livrer à l'Ukraine, et il y a un autre projet qui a suivi avec pareil un acronyme absolument imbitable, mais il n'empêche, c'est d'élargir les achats communs à un certain nombre d'autres matériels de défense. Alors le projet, l'initiative qui a été prise et qui est en cours de validation, c'est une initiative, encore une fois, pour livrer ensemble des armes à l'Ukraine, mais dans le livre blanc de la défense, il y a des démarches pour que les Européens puissent commander tous ensemble des équipements spécifiques à des entreprises, par exemple un char, on commandera tous le même char, c'est la Commission européenne et en dehors de la Commission européenne, l'Agence européenne de défense qui sera en charge du projet et des commandes, et on livrera ensuite aux États dans ce domaine. Donc il y a un certain nombre, ça commence en fait, ça commence à s'agiter, ça commence à se mettre en place, on commence à avoir une expérience et un retour d'expérience sur ces sujets-là. Sur les vaccins, je vous rappelle, il y a eu beaucoup de critiques sur le fait que ça prenait du temps, ça a pris 6 mois de plus pour faire une commande commune. Ça ne me semble pas, par rapport aux Anglais, ça ne me semble pas complètement rédhibitoire. Par contre, rétrospectivement, on s'est aperçu qu'on a réussi à vacciner tous les Européens très rapidement, ce qui n'aurait probablement pas été le cas si on avait eu des achats nationaux, c'est-à-dire on aurait commencé à vacciner les Allemands tout de suite en même temps que les Anglais, mais à la fin, au bout d'une année, on n'aurait probablement pas vacciné tout le monde parce qu'il y a un certain nombre de pays qui n'auraient peut-être pas eu les moyens d'acheter la quantité de vaccins nécessaires. Donc on voit que ça se met en place et qu'on a des retours d'expérience qui sont intéressants. On avait commandé beaucoup trop de vaccins, c'est vrai, mais par contre, à la différence des États-Unis, on en a exporté un certain nombre dans un certain nombre de pays du Sud et en Afrique en particulier via l'initiative internationale COVAX, ce qui a permis aussi de très rapidement ou d'accélérer en fait la sortie de cette pandémie. Donc ça, c'est pas, on voit l'efficacité en fait, l'efficacité, mais aussi les contraintes, un petit peu plus de temps et puis peut-être des investissements qui sont parfois difficiles à calibrer. Oui, bonjour, Olivier Deleclos, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. J'aimerais revenir sur votre deuxième recommandation, à savoir celle qui vise à créer un marché unique européen du numérique. Donc ça, je suis complètement, je n'ai pas de remarque par rapport à ça. C'est l'exemple qui m'interpelle un petit peu, puisque vous évoquez l'unification du marché des télécommunications. Vous faites le constat effectivement qu'il y a un problème sur le service numérique avec 80% de la commande qui est faite sur des entreprises américaines. Mais ce n'est pas le cas dans les télécoms. Dans les télécoms, sur les 10 plus grands acteurs mondiaux, il y a 4 champions européens. Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, et je peux inclure également Vodafone, même s'il est britannique à l'origine, et qui ont des opérations dans le monde entier. Il y a 2 Américains, effectivement, AT&T et Verizon, mais ils n'ont pas 80% du marché en Europe. Les acteurs dont on parle, c'est Google, Microsoft, Amazon, Oracle, Salesforce. Du coup, ma remarque, c'est est-ce qu'en voulant créer ce marché unique européen qui n'a pas empêché jusqu'à présent le développement d'acteurs majeurs européens, on n'est pas en train de se tromper de cible, de perdre du temps et de ne pas se concentrer sur le principal. Les grands acteurs mondiaux du numérique, c'est pas AT&T, c'est pas Verizon. Et Google, Microsoft, Co, ils ont réussi à se développer au niveau mondial dans des marchés qui sont ultra fragmentés, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Non, parce que le marché européen, il s'appuie sur des acteurs dans le domaine des télécommunications qui sont
de gros acteurs qui souvent ont été des acteurs historiques, en réalité, qui ont réussi leur transformation. Alors que la question du numérique, c'est comment est-ce que des entreprises qui ont été créées il y a 10 ans peuvent émerger rapidement. Et si Alphabet, par exemple, réussit sur des marchés fragmentés, c'est parce qu'ils ont réussi à amortir leurs investissements de départ sur le marché américain, en réalité. Donc je pense que là, on prend l'exemple des télécoms, si vous voulez, parce que voilà, c'est l'exemple qui est repris dans le rapport l'État, et parce qu'il parle à tout le monde, si vous voulez, et vous avez tout à fait raison, je vous suis complètement sur le constat. Mais je pense que votre remarque n'invalide pas la pertinence du marché unique du numérique, si vous voulez. Je suis d'accord. Je suis d'accord sur le numérique. Ma question, c'est est-ce qu'on ne va pas brûler beaucoup d'énergie à créer ce fameux marché unique des télécoms qui n'a pas le même rationnel économique, hein. C'est pas du coût fixe à zéro, hein. Alors qu'il faut se concentrer sur vraiment les infrastructures numériques, du cloud, du data center, et pas de l'accès et du réseau mobile, quoi. Voilà. Peut-être. Alors là, pour le coup, je vous renvoie à la balle parce que vous êtes plus technicien que moi, donc comme je ne veux pas dire de bêtises, je ne vous répondrai pas précisément sur cet aspect-là. Bonjour. Non. Bonjour, Jérôme Lequin, je suis le PDG d'un éditeur logiciel français, ça existe. J'aimerais revenir sur la commande publique et le rôle de la commande publique. Quand on analyse les succès ce qui étaient des start-up américaines qui sont maintenant des quasi-monopoles, la commande publique américaine a joué un très grand rôle au début de la vie de l'entreprise. C'est vrai pour AWS, c'est vrai pour SpaceX, c'est vrai pour à peu près tous. Et ça vient d'une volonté très exprimée, financière, par les programmes de la DARPA et de façon plus générale par la commande publique américaine, fédérale et au niveau des États. En Europe, il me semble que la commande publique n'a pas cet effet d'entraînement, et en particulier au niveau de l'Union européenne, il n'y a aucun tropisme à essayer d'acheter européen. Je suis entièrement d'accord. Vous avez raison. Non, mais regardez, dans le domaine du spatial, par exemple, vous avez évoqué SpaceX, ce qu'on appelle le New Space, c'est-à-dire la constitution d'un écosystème d'acteurs privés assez nouveau et extrêmement performant, en fait, c'est quand même très lié aux mutations de la NASA, qui a décidé, il y a une vingtaine d'années, de se transformer et de passer du statut, là aussi je schématise un peu, pardonnez-moi, mais d'ensemblier ou d'organisateur à celui d'acheteur, en réalité. Et ce qui a permis le développement de SpaceX, notamment, c'est le fait que la NASA a stabilisé une partie de son chiffre d'affaires. Pas tout, mais lui a dit, je te passe des commandes sur, je ne sais pas combien de temps, 10 ans, etc., pour aller ravitailler la station spatiale internationale, et comme ça, tu gagnes un peu ta vie. Et, comme on est des gens intelligents, on s'arrange même pour qu'il y ait un ROI positif sur ces opérations, et comme ça, tu vas financer des trucs plus bizarres pour aller sur Mars, etc. Voilà, donc je suis entièrement d'accord. Je pense que cette stratégie est la bonne, et que ça aussi, c'est une mutation que doit... mais c'est une mutation culturelle, avant tout, mais que doit opérer l'Union européenne. Ouais. Et puis, évidemment, à s'exonérer, alors pardon, je le dis aussi brutalement, mais des règles du juste retour, etc. C'est-à-dire... tel bout de la fusée doit être fait dans telle région de la Pologne, sinon ça ne va pas, etc. Ça, c'est du suicide industriel. Je voudrais juste continuer de rebondir sur ce sujet. Jean Williamson, donc moi je suis fondateur d'une start-up justement dans le domaine. Et c'est vrai qu'il y a quand même une différence énorme entre les États-Unis et l'Europe sur ce sujet. Ils ont un outil finalement qui s'appelle le SBA, le Small Business Act, qui donne une puissance énorme à toutes ces innovations américaines qui leur permettent de se financer, non pas par de la subvention comme on a aujourd'hui en Europe, c'est ce qu'on met en avant, mais par de la commande. Et ça a une vertu qui fait que je ne sais pas, dans les 265 milliards, quelle est la part finalement de ces start-up qui n'existaient pas il y a même 20 ans parfois, mais elle doit être assez
considérable, je pense. Et c'est ça, c'est dans cet aspect-là que peut-être l'Europe doit travailler. Comment est-ce qu'on peut faire pour encourager, non pas par de la subvention aujourd'hui, mais par de la commande concrète, que ça soit de la commande publique, mais aussi le Small Business Act, c'est aussi par les grands donneurs d'ordre, oui, qui ont une part obligatoire d'achat à fournir auprès des plus petits. Oui, merci beaucoup. Et je vais répondre peut-être aux deux questions qui ont été posées en même temps puisqu'elles se rejoignent. Faut bien voir, et c'est ce qu'on disait au début de nos échanges, faut bien voir que pendant 30 ans, l'objectif des Européens, c'était le meilleur prix. Et donc, obtenir le meilleur prix, ça passait par la concurrence et la compétition. D'où la politique de concurrence qui était, avec la politique commerciale et la politique agricole, l'une des seules compétences véritablement de la Commission européenne. Donc, elle pouvait être à l'initiative, mais aussi en la mise en œuvre et à la décision en la matière. Donc, elle s'appuyait là-dessus et elle développait ça, occupant l'espace, en fait, laissé vide par d'autres initiatives venant des États. Je crois que la prise de conscience a eu lieu malgré tout il y a déjà quelques années, mais tout ça met du temps à se mettre en route. Et c'est vrai qu'on parlait à l'instant de juste retour. Pour moi, la préférence européenne, c'est la réponse la plus efficace à la renonciation à ce juste retour. Parce que quand vous êtes en compétition entre vous, c'est le fameux meilleur athlète dont je vous parlais tout à l'heure. Et en plus, en compétition avec le reste du monde, et le reste du monde qui est parfois doté de très très grandes entreprises parce qu'elles ont réalisé les économies d'échelle nécessaires à acquérir cette taille critique sur un grand marché qui est leur marché domestique, et bien évidemment, vous essayez de récupérer les miettes et le plus de miettes possible et vous exigez, quand il y a de la commande publique, du juste retour. À partir du moment où on amplifiera, et on commence à le faire, cette préférence européenne, eh bien, le marché européen sera plus gros, donc il y en aura un peu plus pour tout le monde, et du coup, on sera moins dans cette logique de juste retour. Il n'empêche qu'une fois que j'ai dit ça, la préférence européenne, elle avait été évoquée au moment c'était Gaïa, je crois, le projet de cloud européen, sauf qu'il n'y avait pas d'entreprise de taille suffisante pour assurer un cloud européen, et on est allé chercher les Américains. Donc on voit qu'on est aussi dans une logique de cercle vicieux et qu'il faudrait arriver à passer à un cercle vertueux. Alors vous n'êtes peut-être pas d'accord et c'est peut-être pas. Je me suis peut-être avancée sur un sujet que je maîtrise bien moins que vous, mais il y a vraiment ces enjeux-là. Donc ça passe par de la commande publique européenne, bien évidemment. Ça passe par de la préférence européenne, bien évidemment. D'ailleurs, l'idée d'un Small Business Act européen est également dans les tuyaux et dans la feuille de route d'un certain nombre de commissaires européens. La question va être ensuite de savoir si tous les États vont être d'accord pour faire passer ce projet, et si au Parlement européen, je vous rappelle qu'on a quand même au Parlement européen une grosse emprise de partis qui ne sont pas pro-européens et qui essayent d'empêcher toute avancée positive en matière d'initiative européenne. Donc on est quand même dans une configuration compliquée, même si les idées sont sur la table, et tout ce que vous dites est vrai, et tout ce que vous dites est compris et connu à Bruxelles, mais dans une logique où les avancées sont lentes, compliquées, et où ça prendra probablement du temps. Je suis persuadé qu'il reste encore beaucoup de questions à poser à nos intervenants, mais voilà, l'heure sonne déjà, et pour ne pas nous mettre en retard pour les ateliers, nous allons nous en arrêter là. Je vous propose de remercier à nouveau Sylvie Matelli et Nicolas Bouzou pour leur intervention et la présentation de cet atelier.